aussi. C'est une émission qui appartient d'abord aux architectes, ça il faut le dire. Et Seynabou, moi j'ai beaucoup d'estime pour elle, comme je dis. Parce que tu te la vois même parler, vous échanger. C'est d'une courtoisie que tu n'arrives même pas à comprendre, quoi. On dit, bon, c'est une espèce de talibé, quoi. Mais je vais la laisser quand même se présenter tout à l'heure. Elle va nous dire d'abord qui elle est et ce qu'elle sait faire. Bon, à côté, il y a Seni Gadjaga, que je connais à travers d'autres artistes, comme Zulumbaï, et grâce à Akidak aussi. Et je côtoyais Seni, mais Seni auparavant, je pense qu'on échangeait beaucoup et sur des expositions où il me parlait de lui et j'avais l'occasion aussi de voir son travail. Son travail atypique, c'est un travail qui le ressemble, qui est un travail original. Et je pense qu'il va pouvoir nous développer tout ça tout à l'heure. Mais pourquoi aussi il est là? Il est enseignant au collège d'architecture. Comme on avait reçu, je pense que les gens d'Aroba, je pense que lui, il a même de pouvoir les représenter parce qu'il enseigne au collège et il enseigne aussi chez Aroba. Donc il est dans le milieu des architectes, il saura nous parler des architectes. Il a une formation aussi à l'étranger. Je ne sais pas s'il est passé par l'école de Dakar, mais il va nous en parler. Mais son profil d'enseignant nous intéresse. Bon, à côté, je ne vais plus la présenter. À chaque fois que je présente mon binôme, je vais la laisser se présenter toute seule. Mais j'ai bien aimé ce verre qu'elle nous impose aujourd'hui, qui est un verre classique. Et toujours, elle est très élégante. Et comme j'ai dit, quoi, Aïda, bon, je ne vais pas continuer à te flatter, mais je te donne la parole. Et remercie aussi tous les téléspectateurs qui nous regardent. Mali, je vais juste relever, c'est avec beaucoup de fierté que je reçois Seynabou. Tu l'as dit, c'est pas parce qu'elle est... Seynabou est très posée, elle fait son travail. C'est une architecte qui, je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit pour le 8 mars, il est très difficile pour nous de travailler, de faire notre métier d'architecte qui est déjà très très difficile et de gérer les maisons et de gérer nos conjoints. Seynabou fait ça tellement bien et je vais relever quelque chose qui m'a beaucoup plu. Quand son mari est venu à l'émission, il a dit, tu l'as dit, elle va le développer un peu plus. Elle a ciblé le projet, elle l'a amené à la maison, elle a dit à son mari, il faut qu'on fasse ce projet. Donc elle a commencé et il l'a expliqué, il a dit, elle a fait l'esquisse, elle a dit, on va le faire, ce projet. Et ce projet aujourd'hui est abouti et tout le monde le voit, elle va en parler un peu plus. Mais Seynabou est au sein du Conseil de l'Ordre et c'est sa deuxième mandat et il s'occupe de la trésorerie. Et je peux vous garantir que, je ne sais pas les autres trésorières, mais je vais relever que Seynabou tient la trésorerie de l'Ordre des architectes de main de maître. Mais ça, elle va le dire tout à l'heure. Et vraiment, j'ai un réel plaisir à la recevoir. Je vais la laisser développer un peu plus et peut-être je reviendrai. Oui. Seni, avec l'échange que nous avons eu, c'est Malik l'a dit, c'est quelqu'un qui est avec nous. Donc il est tellement avec nous qu'aujourd'hui, dans les deux écoles d'architecture qui sont au Sénégal, il enseigne. Il enseigne et il va nous développer et c'est l'occasion pour nous aussi de parler un peu plus de la formation de nos architectes, de nos jeunes architectes. Et donc je leur laisse la parole. Merci d'être là avec nous. Je voulais souligner quelque chose, bon, peut-être c'est une anecdote, mais je pense que c'est une réalité. Aujourd'hui, si Seynabou voulait être la présidente de l'ordre, elle serait la présidente de l'ordre. À chaque fois qu'on était en assemblée générale, qu'on devait voter,
pour les conseiller, elle est arrivée en tête, largement en tête. Mais quand elle arrive, qu'on doit désigner un président, elle dit non, 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 moi je ne me présente pas. Et ça, je pense que c'est de la modestie. C'est vraiment, on ne court pas pour être président. Moi, c'est un poste qui ne m'a jamais intéressé. Et je vois qu'elle est comme ça. Si aujourd'hui, elle voulait être président de l'ordre, elle serait président de l'ordre. Mais vraiment, je la remercie parce qu'elle a le sens du partage. Et il faut vraiment la provoquer pour la voir. Mais même si tu la provoques, je pense que tu ne peux pas la voir. Maintenant, c'est une bonne, on te donne la parole et après on rentre dans l'architecture. Bon, je vous remercie d'abord. Je viens de vous le dire tout à l'heure. Je n'ai pas été surprise que vous animiez une pareille émission parce que j'ai toujours décelé chez vous cette générosité, vraiment qui est le propre quand même des grands architectes. Je le dis toujours, un architecte, il ne peut être que généreux. Et c'est extrêmement important. Je suis vraiment très touchée par vos propos. Je crois que c'est ma nature, hein? C'est comme ça que je suis. Je ne suis pas toujours calme, évidemment. Je pense aussi que chacun a son petit caractère, sinon nous ne serions pas des architectes. Voilà. C'est très difficile maintenant de se présenter hein, pour dire que voilà mon cursus, d'autant plus que vous êtes mes aînés, évidemment. J'ai fait mes études ici à l'école de Castor. J'ai fait tout mon cycle ici. J'ai soutenu ici. Et comme la plupart des architectes, j'ai fait des stages au niveau des cabinets d'architectes sur place. Bon, s'il faut encore parler de moi, je ne vois pas très bien ce que je peux dire. Hein. À part ça, à part le mémorial, évidemment, j'ai réalisé beaucoup d'autres projets. Quand même des projets d'envergure. J'ai aussi participé à beaucoup de concours, sans trop faire de bruit quand même. Mais je peux dire que j'ai eu quand même le soutien de mon mari, qui est quand même assez expérimenté pour tout ce qui s'agit de concours, etc., etc. Donc ça m'a été d'un grand apport quand même. Bon, pour le mémorial, effectivement, ça s'est passé comme ça. Hein. Je ne savais même pas que ce projet, finalement, allait devenir ce qu'il est aujourd'hui, hein, parce qu'on l'a quand même beaucoup amélioré. On a été pour le ministère quand même des conseillers, des maîtres d'œuvre, en fait. Et on ne savait pas tellement au début où on allait. Hein. Il ne s'agissait pas vraiment d'un musée au début. Les idées n'étaient pas très claires. Mais on a pu faire un programme amélioré. Et puis ça n'a pas été tellement simple. Parce que du point de vue administratif, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'hésitations. Et finalement, bon, grâce à Dieu, nous avons calé un programme, nous avons pu quand même élaborer un projet quand même, je peux dire, prestigieux. Voilà. Mais on va revenir sur le sujet parce que ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est ce qui montre même la faiblesse des concours ici. Parce qu'au niveau des concours, je pense qu'il y a la programmation qu'il faut tenir. Parce que faire un concours de musée, déjà, ça demande une élaboration qui est assez importante, c'est-à-dire au niveau du programme, pour savoir ce que... Mais souvent, ce sont les architectes qui se retrouvent en train de faire ce double travail. Absolument. Non seulement ils font le concours, ils gagnent le concours, après ils se retrouvent encore à vraiment mettre du contenu dans ce qu'ils font faire. Alors que si c'était ailleurs, dans les pays assez développés, avant de lancer un concours comme ça, tout est ficelé. Tout est ficelé, l'architecte, il vient, il a gagné le concours c'est une idée que tu mets en place, et le client il dit ok d'accord, c'est bon, et maintenant tu as tout le contenu, la programmation qui te permet de ne pas te tromper.
même au niveau budget, tout ça, tout est ficelé. Mais ici, il y a des tas d'hésitations, on a des idées comme ça, on lance, on ne prend pas les choses au sérieux. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment remercier les architectes. Il faut aussi dire que les architectes sont braves, surtout quand on est dans un continent comme ça, surtout en Afrique. Parce que si on était en Europe, tout est mâché, tout est préparé, tout est prêt. Il ne suffit maintenant que de mettre la marmite et de mettre les ingrédients et de sortir. Mais ici, c'est l'architecte qui va aller au marché. Il revient du marché, il prépare la casserole, il prépare les trucs entiers, il met tout à la fin. Mon yek, c'est le qui va. Mais donc, bravo aux architectes. C'est vraiment, je te dis bravo. On va revenir sur le sujet. Là, Gajaka, vraiment, je te donne la parole, Séni. J'aime bien le nom Gajaga, parce que Séni, c'est... Mais Gajaga, j'aime bien, quoi. Merci, je voudrais vous remercier et vous féliciter pour tout le travail que vous faites. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est un travail quand même qui entre dans la construction des savoirs. Parce que à travers cette émission, véritablement, il y a tout un apprentissage, il y a tout un travail de renforcement de capacité. Et ça, c'est salutaire, surtout dans le domaine de l'architecture, dans le domaine des arts en général. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, je suis vraiment très content aujourd'hui d'être là et de partager avec tout le monde. Bon, donc, j'ai eu la chance de faire le lycée technique Maurice Delafosse. Donc, à cette époque-là, ce n'était pas évident. Donc, c'est là où j'ai eu mon bac, le bac B, sciences économiques. À cette époque, quand on délibérait pour le baccalauréat, il y a tout de suite les gens qui venaient pour vous offrir un poste. Et bon, moi j'ai refusé tout, j'ai refusé même d'aller à l'université. Et j'ai décidé vraiment de faire l'école des beaux-arts. C'est à cette époque, c'était l'école normale supérieure d'éducation artistique. Bon, alors ça a surpris tout le monde. Hein. Heureusement que ma maman paix à son âme, m'avait beaucoup encouragé. Et c'est ça qui a fait que, véritablement, donc, j'ai fait cette formation. J'ai eu la chance aussi de sortir major de ma promotion. Et c'est ce qui m'a permis d'aller en Europe pour faire, donc pour continuer mes études. Et donc j'ai fait l'école des beaux-arts de Nancy, l'école des arts décoratifs de Nice. Et ça a été une nouvelle expérience, de nouveaux contacts, un environnement différent. Et j'avoue que j'ai beaucoup appris durant ces moments, ces temps-là. Et je suis revenu parce que le but c'était d'assurer la relève de l'assistant technique. À cette époque, au niveau des écoles, il y avait presque 90% d'étrangers, plus de Français d'ailleurs. Et nous, on était donc censés assurer la relève d'assistance technique. C'était ce qu'on appelait les bourses FAT à l'époque. Bon, quand je suis revenu, j'ai été prof aux Beaux-Arts pendant un certain temps. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une bourse avec la Belgique, la communauté française de Belgique, pour travailler dans l'art muséal. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens et même d'affiner aussi mon travail artistique en tant qu'artiste. Et c'est là que j'ai eu aussi la possibilité, l'opportunité de vendre une œuvre donc, au musée contemporain, d'art contemporain de Nancy. Donc j'ai une œuvre qui se trouve dans ce prestigieux musée. Et ça aussi c'est gratifiant et c'est encourageant. Oui, parce que tout artiste, vraiment, son souhait c'est qu'il rentre dans les musées, quoi. Oui. Parce que c'est conservé depuis, voilà, quoi. Mais maintenant, quelle est ta démarche plastique réellement, quoi? Parce que ce qui fait qu'on dit c'est Gajaga, c'est nous, quoi. Bon, sur le plan plastique, j'ai travaillé d'abord dans la relation entre la terre et la femme. Parce que la terre doit être bien travaillée, doit être protégée, comme la femme aussi. Quand je parle de la femme, je parle de l'humain. Mais comme la femme, c'est le centre du foyer, il faut aussi de la protection auprès des humains, surtout protection de la femme. Et donc la femme porte la vie et la donne, mais cette terre aussi, si elle est bien travaillée,
et qu'on y enfouit les bonnes graines, elle nous donne de la nourriture. Et nous avons un continent aujourd'hui qui a ce problème de nourriture. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire pour atteindre ce qu'on appelle véritablement l'autosuffisance alimentaire. Donc si la terre est bien travaillée et que les foyers, et qu'il y a l'harmonie dans les foyers, c'est ça que j'appelle la vie. La vie en tout cas vers laquelle nous devons tendre. Donc tout le travail que je fais, c'est par rapport à la vie. Maintenant, dans le travail, comment traduire cela plastiquement parlant? Donc il y a tout un travail de préparation depuis le choix du support sur lequel on travaille. Ça peut être la toile, ça peut être du bois, le matériau que je vais utiliser. Mais moi, mon attitude, c'est l'attitude du paysan. Parce que le paysan, il enfouit dans la terre et il développe toute une stratégie pour que cette terre-là lui redonne donc, les plantes, les graines et tout cela. Donc dans mon travail, il y a toujours ce processus d'enfouissement. Ça peut être des signes, des symboles, etc. et tout. Je n'aime pas le kitsch. Je n'aime pas se montrer comme ça. Donc je ne veux pas jeter les choses en pleine gueule auprès des gens. Non, je préfère mettre ces choses-là et au fur et à mesure, essayer de travailler tout cela pour que ça puisse aboutir, pour que ça puisse donner un sens. Ouais, donc vous avez quand même ce qu'on appelle un peu le bakou, quoi. C'est-à-dire une originalité qui vient de vous en tant qu'Africain. Vous avez votre culture et vous avez votre identité et vous essayez de traduire ça à travers vos œuvres, quoi. C'est un peu ce que je vois dans la démarche que vous venez de dire, quoi. Très bien. Le bakou est fondamental, en fait. Dans toute volonté de création, dans toute volonté de développement de la pensée créatrice, il y a effectivement le champ du bakou à l'intérieur. Donc c'est véritablement cela. Donc j'essaie, à partir de mes convictions, à partir des fondamentaux de ma culture, de ma réalité culturelle, j'essaie de partager avec le monde. Mais partager avec le monde pour valoriser davantage ce que nous avons de plus important en nous. Pour équitablement montrer aux autres que chez nous, dans ce que nous avons des valeurs fondamentales. Mais ces valeurs-là, nous ne devons pas accepter qu'on les piétine. Nous ne devons pas accepter qu'on les dévalorise. C'est à nous qui sommes, en tout cas, des précurseurs, sinon des gens qui peuvent parler avec le monde, de valoriser ces valeurs qui sont fondamentales. C'est des profondeurs de la terre, si je comprends bien. Qu'est-ce qui sort des profondeurs de la terre et dans sa création, comment je peux faire pour en faire sortir quelque chose? Ça me fait penser, moi j'étais en admiration avec un groupe d'architectes, je crois qu'ils sont américains, Morphosis. Morphosis, tout le travail, avant que ce qu'ils conçoivent sorte, c'est à travers le sol, le mouvement du sol, et c'est là que jaillit effectivement ce qu'ils ont conçu, le bâtiment qu'ils conçoivent. Et ça, j'avais trouvé ça très bien. Et vraiment, je voulais m'assurer que c'était bien ce que tu voulais me dire et que ce jaillissement qui rejoint le bakou, c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui jaillit en fait. C'est le mouvement underground. Qui a été créé dans les années 70 où les musiciens de tout ça là sont partis du bas pour sortir des cavernes, des trucs comme ça et puis qui sont arrivés à ce côté. Aujourd'hui, je pense que le bakou a son heure. Donc nous tous en tant qu'artistes, architectes, ingénieurs, sociologues, devons quand même tenir ce concept là et le faire vraiment ancré dans la tête des Africains. Je pense que c'est un mouvement qui est très bienvenu à son temps. Et je te laisse, Seynabou, nous parler un peu aussi du bakou avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Le bakou, vraiment, je trouve que c'est un concept magnifique. Parce que je pense que c'est une traduction d'un passé. Ça a toujours été le bakou. Mais il fallait
effectivement le faire jaillir de terre pour que les gens s'identifient. Je crois que le Bakou, ça reflète vraiment l'art africain, hein. Voilà. Le mouvement, l'identité culturelle, ce que nous avons de propre en nous. C'est vraiment, je trouve que ça a été vraiment bien trouvé. Et puis, chaque fois que j'entends le mot, je vois les lutteurs qui sont là, qui rivalisent de... Voilà, tu vois le rythme, quoi. Vraiment, c'est l'Afrique, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment bien un trouvé. peu sur le projet de Diola, parce que c'est un projet qui m'a séduit, hein, parce que bon, on sait que le Diola, c'est quoi? C'est un bateau qui a échoué, et il y a eu vraiment une catastrophe, je veux dire, mondiale. Et on parle de... Aujourd'hui, s'il y avait une catastrophe à mesurer le plus important dans le monde, donc c'est cet événement-là, vraiment tragique, qu'il y a eu, quoi. Mais je pense que l'État a eu raison de lancer un concours. Même si c'est un concours restreint, c'est normal, il fallait lancer un concours. Mais toi, en tant qu'architecte, qu'est-ce qui t'est venu le reflet de présenter ce bateau ou pas autre chose? Je veux savoir. Bon, alors, le bateau, pour moi, c'était la meilleure traduction, hein, qu'on pouvait vraiment donner au projet. C'est-à-dire, c'est vraiment le rappel de ce drame qui s'est passé là-bas au large de la Casamance. Et en fait, comme vous le voyez, c'est un bateau qui est tronqué. En fait. C'est là où j'étais vraiment séduit, parce que tu n'as pas fait exactement un bateau. Oui, quoi. Tu as fait un clin d'œil. Voilà, j'ai tronqué le bateau. Et même quand on faisait le concours, j'avais même fait une autre variante d'une autre moitié du même bateau qui devait former en fait le bateau en entier. Pour, si jamais il y a une extension à faire demain, c'est ce qui justifie cette grande plateforme qu'on a réalisée devant, pour pouvoir, s'il le fallait demain, créer l'autre moitié du bateau. Moi, je pense que l'autre moitié, il ne faut jamais réaliser. Voilà. Parce que laisser au fond de l'eau, l'autre bateau, l'autre partie, c'est pour rendre hommage à ceux qui sont couchés là-bas. Quoi. Voilà. Alors le bateau, il est tronqué. Il est tronqué parce que c'est pour montrer qu'il y a eu un naufrage, en fait, qu'il y a eu une rupture. Il y a une rupture. Voilà, pour ça aussi, on a réalisé aussi un mât devant, qui était un signal fort aussi pour dire, voilà, il ne faut plus que cela se reproduise. Bon, vous voyez aussi, il y a l'observatoire. L'observatoire, en fait, ce sont les décideurs, hein, qui nous ont demandé de rajouter un observateur pour pouvoir avoir une vue sur le fleuve. Mais au début, il n'y avait pas un observatoire, hein, sur 30 mètres. Mais les gens qui étaient au niveau du jury ont voulu quand même qu'on réalise un observatoire sur 35 mètres de haut. Ouais, parce que tout se complète, quoi. Voilà, c'est-à-dire, une fois que l'idée jaillit, voilà. Maintenant, il y a d'autres qui viennent mettre... Voilà, le plan d'eau aussi, hein, ce sont eux. Hein, et il y en avait un qui avait perdu quand même ses enfants dans ce naufrage, qui avait dit que lui, vraiment, il souhaitait qu'il y ait tout autour du bateau un plan d'eau, qu'on ait vraiment le sentiment d'entrer dans un bateau en pénétrant dans le bâtiment. Voilà. Mais maintenant, vous, en tant qu'architecte, parlez-nous un peu comment vous est venue l'idée comme ça et d'avoir remporté ce concours, parce que c'était une idée tellement pertinente. C'est pas parce que c'est un bateau, mais tout ce que vous venez d'expliquer font que
vous avez tenu quand même à faire ce concours, quoi, pour le remporter, mais pas pour participer. Vous savez, les concours, comme les autres concours qu'on a eu à réaliser, chaque concours demande une réponse. Et bon, pour certains concours, il y a vraiment les aspects techniques, il y a les coûts. Pour d'autres, il y a cette sensibilité. C'est le cas du concours du mémorial Bartholou Diola. C'était avant tout cette grande sensibilité qu'il fallait avoir pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, les concours diffèrent, les réponses diffèrent aussi. Et le problème qu'il y avait aussi, c'est que le site, en fin de compte, n'a pas vraiment été choisi. Il a fallu revoir plus tard ce bâtiment par rapport au site qui était vraiment disponible. Pour ça, quoi. Oui, pour ça. Mais je pense que aussi, bon, vous, en tant qu'architecte, quand même, vous avez apporté quelque chose de très sensible par rapport à ce projet de musée. Son contenu, c'est mettre des choses à l'intérieur. Et vous l'avez bien fait, ça je vois. Vous avez une double coque en métal. Et tu m'expliquais, il y a un vide au milieu. Il y a toute cette approche technique qui a été pensée et faite. Mais au-delà, le résultat est fantastique parce que j'ai rencontré une personne qui est du ministère qui m'a dit une fois que vraiment, sur cette affaire, il est venu. Au départ, il ne comprenait pas. Mais le jour qu'ils sont allés pour l'inauguration, quand il est rentré dans ce volume-là, mais il a eu une sueur froide, quoi. Il s'est dit, mais la sensation qu'il avait, mais c'était fantastique, quoi. Il ne pouvait même pas l'expliquer. Et je pense que c'est ce qu'un architecte cherche à travers son œuvre. C'est-à-dire toujours que les gens se ressentent et qu'il y ait de l'émotion, quoi. Et cette émotion-là, même moi, je n'ai jamais visité le musée, mais rien qu'à sentir des gens raconter, parler, ou voir même des images, tout ça, je me dis que c'est quelque chose à aller voir, quoi. Mais, et voilà. non, ce que je voudrais souligner, tu l'as peut-être pas fait exprès, aujourd'hui, nos deux invités, c'est quand tu parles du Bakou, c'est on sort ce qu'on a, je le dis, excusez-moi le terme, dans nos tripes et on essaie de le montrer. Séni a dit, lui il travaille la terre et tout sort de la terre. C'est Nabou, ce que je trouve fantastique. Tu l'as dit, c'est cette générosité, c'est-à-dire le bateau, c'est un drame. Il est toujours au fond. Et Seynabou, dans sa générosité, dit il faut qu'on le fasse, comme on dit, émerger. On fait émerger un bout pour montrer aussi que c'est un drame, c'est vrai. Les gens, je crois que les familles ont toujours voulu revoir un bout, qu'il y ait quelque chose qui sort. Et c'est ça, moi, je n'ai pas encore visité. Mais l'idée de faire sortir un bout pour montrer qu'on peut, c'est ça ce qui est fort, je crois. Et j'ai eu cette sensation, et tu l'as bien. Ça, c'est très féminin. Excusez-moi, je veux le dire. C'est très féminin. C'est cette générosité, et il faut le relever. Seynabou dit, bon, on me confie ça. Déjà, Malik l'a déjà dit, je ne vais pas y revenir. On fait toute la programmation. Parce que si on ne le fait pas, on n'arrive pas à vouloir, à sortir ce qu'on veut concevoir. Et toi, tu le sors et tu dis, je vais vous montrer un bout. Parce que tu as écouté aussi tous ces gens-là, toutes ces familles qui se sont plaints, qui ont dit, on n'a rien. Et c'est un projet magnifique. Ce n'est pas simplement un musée. Moi, je le sens comme ça. C'est un cri. C'est un cri. C'est un élan d'apaisement par rapport à toute cette souffrance. Je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Et ça, je le dis. Excusez-moi les hommes architectes. Ça, c'est très féminin de ressortir, d'atténuer la douleur dans l'architecture
Et ça aussi, on sait le faire. C'est ce que je voulais un peu Ouais, mais dire. Aïda, Voilà. moi- C'est ce que je voulais un peu dire et je le dis. Merci Seyda, vraiment. Mais Aïda, je te coupe pas parce que tu sais que bon, j'ai toujours dit que la sensibilité féminine est plus Oui, c'est vrai, adaptée il le à dit, il le l'architecture. reconnaît. Et toujours adaptée aux fonctions de l'architecte et au métier de l'architecte. Parce que l'architecture, c'est quoi? C'est la sensibilité, c'est l'émotion, c'est tout ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est attrait à des métiers comme la sociologie, la philosophie, tout ça. Parce que c'est abstrait. L'architecture, c'est abstrait, on est seul de nulle part, on arrive à mettre quelque chose en place. Et parce que les gens pensent que l'architecture, c'est une concession, c'est une maison, c'est un espace où on vit, c'est un truc. Mais c'est pas ça, ça va au-delà de ça. Absolument. C'est-à-dire, c'est émotionnel. C'est comme un musicien qui compose, qui prépare sa composition et qui va faire écouter ça à l'autre. Et c'est ça, quand tu prends la musique classique, c'est ça. Tu prends la musique même traditionnelle, c'est ça. On a de l'émotion qui sort. Et l'architecte qui n'arrive pas à faire ça, à rythmer son projet pour que le projet, on le sente vibrer, c'est pas ça. Et je pense que c'est ce qui a reçu, bon, il faut rendre hommage à Idrissa quand même, hein, parce que c'était deux. Ça aussi. Bon, mais Idrissa, il a été d'un apport inestimable. Tu vois. Parce que là, c'est jouer l'expérience. Hein. Ça, il fallait avoir l'expérience pour piloter quand même le projet. Le projet, c'est pas seulement le bâtiment. C'était tout ce qu'il y avait comme maîtrise des coûts. Vous savez, les plus ou moins values, etc. Les ordres de service, l'administration. Il fallait l'expérience. Bon, moi, l'expérience, en général, je l'ai surtout pour la conception. Hein. La conception, je visualise, je conçois, mais je pense que ça ne suffit pas. Hein. Surtout en Afrique. Toi, tu connais exactement comment ça se passe avec... comme on dit, hein, c'est très derrière difficile. un grand homme, il y a toujours une femme. Mais ça peut être l'inverse aussi. Hein. Derrière une grande femme, il y a toujours un homme. On peut l'inverser. Bon, qu'est-ce que tu penses maintenant de tout ça, l'approche qu'on parlait émotionnelle du musée du Diola avec la relation artistique et un peu, voilà quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est très intéressant déjà de penser à apaiser les esprits. Comme on l'a si bien dit, parce qu'en fait c'est douloureux. Et on sent quand même que dans leurs préoccupations, dans le travail qui a été développé et déroulé, dans la structure qui a été proposée, on a mis l'homme au centre de la préoccupation. C'est-à-dire l'être humain, quoi, dans ses, comment dire, dans la douleur, dans, comment dire, la mémorisation, et aussi dans la protection, au niveau de la protection. Comment faire pour que, par exemple, de telles choses ne se reproduisent plus. Et je pense que quand on regarde ce musée, déjà, le fait que ça soit une entité et qu'on montre une partie seulement, en sachant qu'il y a l'autre partie qui est ailleurs, ça déjà c'est très fort. C'est très très fort. À chaque fois qu'on entre dans ce musée, ce qui est sûr, c'est que on va penser à énormément de choses. Et aussi, on va prier. Parce que je vois comme d'après ce qu'elle nous a expliqué, on a comme l'impression qu'il y a la prière qui est aussi un peu dans le déroulement du projet, quoi. Absolument. Parce que vous nous parlez de l'eau, vous nous parlez de cette plateforme, vous nous parlez des formes qui sont là, etc. Donc on a comme l'impression qu'il y a aussi la prière. Prière pour ceux qui sont partis, pour prière aussi pour le recueillement, oui, c'est vrai. Le recueillement pour même ceux qui vont venir. Ceux qui viendront demain, nous prions pour qu'ils puissent quand même avoir la capacité de sentir et de saisir et de comprendre ce que nous avons compris et ce que nous avons souhaité. Moi, ce que je vois... Et surtout la formation, je ne coupe pas. Il y a la formation à l'intérieur. Il y a la formation. Il y a au niveau du rez-de-jardin, il y a une médiathèque, il y a des archives, il y a de la conservation, il y a une bibliothèque.
salle de projection et surtout la formation. Et bon, C'est là, important. je pense qu'il compte vraiment sur la formation pour réveiller les gens pour que de tels drames ne se reproduisent plus demain. C'est fabuleux. Surtout dans le domaine naval quand même. Ouais, Il y a mais eu moi, c'est beaucoup que je de- vois aussi à travers le projet du Lab, d'après votre discours que j'écoute, Séni, je pense que vous avez une toile vierge et puis vous avez de la matière. Et ça peut être de l'eau, ça peut être du sable, ça peut être de la terre, ça peut être de l'herbe, ça peut être... Et en fonction de ça, c'est là où l'architecte a pu malasquer tout ça pour arriver à sortir ce qu'on appelle ce musée de Diola. Parce qu'il n'est pas seulement resté sur le fait qu'il y a eu cet accident, il faut montrer le bateau qui a échoué, mais il est parti au-delà même de ça. Il a donné vie à ceux qui sont partis. C'est-à-dire, aujourd'hui, on rentre dans ce musée, on revoit ces gens vivre à travers toutes ces compositions qui sont dedans, ces médiathèques, ces bibliothèques, tout ça. Même l'expérience de la vie, c'est quoi? C'est finir un jour. Et ils sont partis très tôt par accident, par inadvertance. Mais, quand même, ils ont pu faire revivre ces gens-là à travers ce monument qu'ils ont pu mettre. Et que ce monument va rester, comme on dit, vous enseignez l'histoire de l'art, mais ça va traverser des siècles, des siècles, des siècles. Et c'est ça l'architecte. L'architecte, c'est pas du dessin. L'architecte, c'est émotif. Je reviens toujours sur ça. Et c'est la composition. Et eux, ils sont arrivés à travers, comme on compose, à mettre cette affaire-là en place. C'est de la Je pense création. que s'il y avait un prix à donner, C'est de la création. l'architecture, ce sont des projets qui méritent qu'on donne vraiment des prix. Je fais un parallèle avec le musée qui ne m'appartient pas, c'est le musée Serigne Touba, comme a dit Aïda, et que j'invite tous les architectes à y participer. C'était quoi? J'ai toujours vu l'image de Serigne Touba en train de prier. On dit oui, il y a de l'eau, c'est l'océan, mais il prie, mais il nage. J'ai dit, mais comment ça se fait? Et je dis, en tant qu'enfant, je voyais l'image, quand je me prenais, je tourne dans le salon, je vois quelque chose. Je n'arrivais pas à comprendre. Mais je me suis dit, si on me donne la chance de faire un musée de Serigne Touba, la première chose que je fais, c'est un clin d'œil à ça. C'est pour ça, vous verrez le bateau qui part et le retour de Serigne Touba. C'est un peu la même chose. C'est de la création. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Maintenant, Séni, vous s'approchez plus. Quand vous prenez l'histoire de l'art, aujourd'hui, quand vous l'enseignez ici en Afrique, là, tu sais, en Europe, on sait comment est la naissance de l'histoire de l'art. Par rapport à vous qui êtes dans une école d'architecture, qu'est-ce que vous entendez dire par l'enseignement de l'histoire de l'art? Et c'est justement tenter, essayer quand même de démontrer que dans les préoccupations de l'homme, il y a eu toujours une volonté quand même de transformer l'environnement, de transformer la nature et aussi de survivre en fait. Donc l'homme n'est pas resté les bras croisés. Donc à chaque fois, il y a eu la volonté quand même de résister et d'exister. Comprendre que depuis l'art pariétal jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle les arts préhistoriques, on a vu quand même qu'avec les très peu de moyens que l'homme avait, que les hommes avaient, ils arrivaient quand même à s'exprimer. Donc les moyens ne doivent pas quand même constituer une barrière dans l'expression, dans la manière de partager nos savoirs, nos connaissances et nos préoccupations. Maintenant, donc dans cette évolution-là, on va voir que qu'est-ce qui a changé? Ce sont les moyens qui ont changé. Les espaces, les préoccupations et les besoins. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Il y a l'avènement des écrans, des portables, la digitalisation, etc. Avant, ils n'avaient pas tout cela, mais ils arrivaient quand même à transformer leur environnement, à développer des savoirs, et ça, c'est important. Donc, dans le continent africain, c'est dans ce continent-là, il y a eu toujours des choses extraordinaires. Je vous donne comme exemple, par exemple, en Éthiopie, cette grande église qui a été construite, la Libella,
Oui. Les gens ont creusé la roche. Absolument. Et c'est des mètres et des mètres à l'intérieur Absolument. d'une roche qu'on a creusée pour créer ce temple-là. Ce temple. Et jusqu'à présent, les gens y vont. Et il y a plusieurs. Hein, il y a Il y en a beaucoup. plus, il y en a Il y en a plusieurs. plusieurs. Et ça, Absolument. et ça reste. Mais comment ils ont fait Absolument. pour créer ça? Des siècles de Ça veut travail. dire Tout à que fait. les compétences sont là, les connaissances sont là. Il faut donc arriver à travers l'histoire de l'art, à travers donc cette visite du passé, montrer que quand même l'Afrique n'est pas restée Absolument. en retard. Oh, tout à fait. La notion de retard, c'est quelque chose quand même qui a été inventé parce qu'il y a eu de nouveaux besoins, de nouvelles préoccupations, et on va avec une communication très forte transformer les esprits. Quoi. Ouais, mais moi, je pense que l'homme aussi est assez conditionné par son environnement. Son environnement, il a voulu dompter son environnement. C'est ce qui a fait qu'à un certain moment, l'homme s'est confronté à son environnement pour que l'environnement l'obéisse. Et donc, c'est ce qui a envahi un peu la façon de faire, la façon de malacer, la façon de devenir, comme vous dites, une grotte où les gens creusent, ils creusent jusqu'à arriver. Mais le pourquoi, c'est souvent ces motifs-là qu'il faut essayer de trouver, le pourquoi l'homme est arrivé jusqu'à ça. Parce que c'est un peu ces dialogues-là entre l'instinct, pour moi, de survie, et voilà quoi, de pouvoir, la nature est là, cette nature-là, est-ce que je vis la nature comme ça ou je vais essayer d'adapter la nature à mes besoins? Tout à fait. Et c'est ce qui amène à même la pensée, à être curieux, à aller plus loin, fait, la et volonté. pouvoir habituer à ça. Quoi. Je suis totalement d'accord avec toi parce que l'homme évolue avec son temps, il évolue toujours. On en avait abordé la question, je crois que dans l'émission passée, où on disait l'homme invente toujours parce qu'il est toujours paresseux, parce qu'il veut se faciliter la vie, quoi. Donc, il arrive à composer, à mettre des choses pour toujours le faciliter la vie, quoi. Voilà. Non, Malik, je crois que c'est encore plus profond. Ce que Sieni dit, c'est qu'au-delà du fait de façonner un peu son environnement, ça a été les prémices. On se dit, on est capable de créer notre environnement, d'être... Mais parlant de l'église dont il parle, c'est encore, tu les verrais au détail, il y a tout un travail, c'est de l'art. C'est de l'art. On ne creuse pas la roche pour simplement occuper l'espace, on creuse la roche pour rechercher, c'est même plus vieux, c'est de la spiritualité. Mais c'est ce que je dis. Voilà. Et donc Il y a- après, mais on dit, au-delà de créer son environnement, on exprime ce que notre... Ce que notre foi, voilà, notre- notre identité. Voilà, Et il y a mais- tout mais- ce travail-là qui a été fait. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps, et c'est extraordinaire. Et jusqu'à présent, les gens y vont. Les Ouais, gens mais- y vont. mais- Et c'est l'idée de dire aussi que, parce que c'est l'histoire de l'art, il y a la création a toujours été là. C'est ce que tu dis, même dans le comportement de l'être africain. Ouais, mais quand Il y a aussi cette idée de toujours être dans la création. Tout à fait. C'est relevé qu'on a toujours été dans la création. C'est Dans la une volonté, création. oui. Tu vois, Tout à fait. avec peu de moyens, Oui. c'est ce qui a amené tous ces tableaux, tous ces masques que les gens se disputent, alors que c'est fait sur la base de 2 ou 3 éléments. Tout à fait. On crée quelque chose. Je crois que c'est encore plus profond que... Ouais, mais je que ce reviens que- un peu c'est- sur c'est ça ce que parce je que dis. moi, Oui, c'est je ce pense qu'il que dit. Oui. ce qu'il dit aussi, bon, c'est rattaché à la foi parce que quand tu prends oui. les pyramides, les gens ont fait les pyramides simplement pour conserver les corps après la mort parce qu'ils pensent qu'ils vont revivre après. Donc on conserve, on fait tout ce travail-là parce qu'on croit à la vie de demain, à la vie d'ailleurs. Au-delà, oui. Donc, de-là. Donc, maintenant, l'art, c'est... Bon, comment l'homme a eu le sentiment de représenter, par exemple, dans la grotte de Lascaux, là, quand vous regardez, ils ont dessiné la caverne, là, ils dessinent des animaux, des trucs comme ça.
Voilà. L'homme a dessiné avant d'écrire. Voilà, c'est ça. Ça montre donc que la création, que ce soit l'architecture, que ce soit les arts, c'est fondamental et c'est important. Voilà, c'est ça. Il ne faudrait pas qu'on néglige cela. Parce que dans nos sociétés traditionnelles et autres, on donnait beaucoup d'importance à la création et à la créativité. C'est ancré. Et ça, c'est fondamental. Donc, pourquoi ces hommes-là, ils dessinaient, ils traçaient sur la paroi des choses extraordinaires avant d'aller à la chasse. Donc, c'était comme une forme de prière. Moi, j'ai visité les grottes de Nyon en France, mais quand vous entrez dans les grottes, déjà, il faut marcher pendant, comment dire, au moins 50 mètres, quelque chose comme ça. Et à un certain moment, vous arrivez à un lieu, et on regarde là, en haut, c'est comme un dôme qui est là. Ils ont même choisi le lieu où ils devaient mettre leur dessin. Mais en tant que jeune étudiant, quand j'ai vu ça, avec mon esprit critique, je me disais, non, les Toubabs là, ils sont venus là, et ils ont fait des dessins, en disant que ça, c'est les hommes préhistoriques qui l'ont dessiné. Tellement j'ai trouvé le trait pur, Conservé. bien tracé. Alors tu te dis, mais comment ils ont fait pour réaliser des dessins aussi purs? Ça veut dire, quand ils réalisaient ces dessins, c'était comme une forme de prière. Ils préparaient quelque chose. Donc nous, quand nous prions, c'est pour préparer l'avenir, la prière. C'est une forme de préparation de l'avenir. Donc quand ils faisaient leur tracé et tout ça, donc c'était un moyen de préparer ce qui va venir. Ils vont aller à la chasse, il faut que la chasse soit bonne, il faut que la nourriture va revenir, donc soit là, il faut que les gens soient, etc. Ouais, même ça existe ici. Nous, il y a toutes les cérémonies rituelles. Quand les gens vont à la chasse, ils se préparent, ils ont des choses qu'ils portent et puis ils peuvent même représenter l'animal qu'ils vont tuer. Et puis, bon, ils attaquent comme ça, virtuellement, et après ils vont, quoi. C'est nouveau. Je pense que on a assez parlé aujourd'hui de notre travail, comment ça vient. Simplement parce qu'on a une réflexion, on s'est dit, bon, à un moment, on a la pensée qui fuse, et puis il faut fuir ça quelque part. Mais on est dans un mois béni. Et ça tombe bien qu'on parle de tout ça là, parce que c'est vraiment le fondamental de l'homme, la foi. C'est-à-dire, si on n'a pas cette foi-là, on n'est rien du tout. On pense qu'on vient du néant, on est de rien, mais on est toujours lié à quelque chose. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, dans ce monde-là, on est là. Sinon, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va s'entre-bouffer entre nous et partir tout ça. Mais grâce aux religieux qui sont là, grâce aux hommes qui sont là, ils nous disent, attention, il faut croire à ça, il faut croire à ça. C'est pour ça qu'on maintient cette paix-là. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans. Je pense que c'est une nécessité fondamentale que ça fait partie de notre vie. Et c'est nouveau. Et pas l'architecte aussi un musulman ou un chrétien. Donc, je pense que c'est nouveau. On va rentrer dans les détails maintenant du projet pour voir un peu conceptuellement, architecturalement, comment tu as vécu le projet en tant qu'architecte dans ta conception et comment tu vois venir les gens dans le projet. Visiter le projet, tout ça. Est-ce que tu as été déjà visiter le projet quand c'est terminé? Actuellement, les gens étaient en train de réaliser le contenu en fait, les aménagements intérieurs. Mais déjà, on me dit que ça draine beaucoup de visiteurs qui viennent pour voir le projet en fait. Vous savez, à Ziguinchor, il faut le dire, il n'y a pas beaucoup d'édifices marquants en fait. Alors je crois que ce projet anime la ville en ce moment et puis les gens viennent en masse pour visiter, pour voir le projet et je pense que quand il y aura un contenu, ce sera encore beaucoup plus intéressant. Comment j'ai vécu le projet? Bon, peut-être parler de la conception? La conception, l'idée était, bon, du point de vue de l'aménagement général, c'était de créer ce parcours. Le visiteur, il quitte, il accède de par la guérite et il a ce long chemin
piéton qu'il fait, c'est la découverte. Hein. Il monte sur une rampe, sur une longue rampe pour atteindre une esplanade qui est à 1,60 m environ du niveau zéro. Là encore, il y a de part et d'autre de bassins. Nous avons mis aussi de part et d'autre aussi les ancres du bateau, hein, qu'on a pu récupérer et qu'on a monté sur 2 stèles de part et d'autre. Là encore, il monte encore pour accéder au mémorial. Et arrivé à l'intérieur du bâtiment, nous avons vraiment voulu faire cette idée de grandeur, de monumentalité. C'est pourquoi nous avons fait un grand hall à partir duquel on peut accéder donc aux salles d'exposition par un escalier vraiment monumental. Voilà l'idée du projet. Maintenant, Seynabou, toi qui as été un pur sang de l'école de Dakar, d'architecture, comment vois-tu la ville évoluer depuis le temps que tu exerces architecturalement? Comment tu vois aujourd'hui la ville de Dakar, commencer par le plateau, Dakar, centre et tout ça, quoi? Est-ce que tu es satisfait en tant qu'architecte? Je dois dire que, quand même, ce qui est vraiment appréciable jusqu'à présent, ce sont ces grands axes routiers. Là, il y a un exemple là, sur ce panneau-là, vous voyez la place de l'Indépendance. Ça, ce sont des héritages qu'on a eus et qui sont vraiment inestimables en matière d'aménagement. J'aurais souhaité qu'il y en ait beaucoup comme ça, ces grandes places aérées. C'est comme ça que j'aurais vu la ville. Malheureusement, je vois ce que j'ai constaté depuis que j'exerce ce métier, c'est-à-dire que chaque parcelle est construite. Rien n'est vraiment conçu pour aérer la ville, pour créer des espaces de verdure, des plateaux de verdure, vraiment marquants, hein? Pas des petites places comme ça. Je pense que c'est ce que j'ai constaté et c'est ce qui est dommage. Ouais, c'est qu'on dit quoi, Dakar ne respire plus, quoi. Voilà, Dakar ne respire plus. Et puis on a une architecture un peu, comment dit-on, voilà, hétéroclite. Comme dit Aïda, quoi. Si encore on laissait la verdure, que chacun plante un arbre devant sa maison. Oui, mais on ne te coupe pas, on rejoint ce que tu dis. Effectivement, il faut quand même des espaces tampons. C'est-à-dire, quand on rentre dans l'art urbain, il nous faut des jardins, il nous faut des espaces, des coulées vertes, des trucs comme ça. Mais on l'a plus. On n'a plus ces tracés-là, on n'a pas des axes de verdure, des trucs comme ça. Les gens se sentent étouffés. Malgré que c'est une presqu'île entourée d'océans, mais on se sent un peu écrasé à l'intérieur parce qu'on construit n'importe quoi. On ne suit pas des règles d'urbanisme. Alors que les règles, Aïda qui est là, c'est une personne qui a quand même cette compétence et qui sait que il faut quand même, en dehors des bâtis, il faut quand même laisser les espaces réels, les espaces rues, les avenues, les boulevards, les jardins. Et ça, je pense que Seynabou, tu as raison. Il faudrait qu'on repense, nous, l'architecture. C'est pour ça qu'on parle, si on parle de Bakou, ce n'est pas un non-sens, c'est un sens. C'est parce qu'on ne peut plus continuer à aller comme ça. Il faudrait qu'on fasse notre ndep, comme le dit le livre. Comme ça, c'est... Même si ce n'est pas un pont, on dit, mais où est-ce qu'on va? On arrête et puis on revoit les choses et puis on avance. Aïda, je te laisse compléter. Maël, tu le dis si bien, tu as anticipé, effectivement, le Bakou va permettre aux gens de savoir quel comportement avoir. Parce qu'il faut le dire aussi, nous n'avons pas beaucoup intervenu, les choses se sont faites. Et là, aujourd'hui, avec beaucoup d'élan de générosité, on leur dit, d'accord, on a ça, donc on va avec vous expliquer que ce serait intéressant si on le faisait autrement, si on ne courait pas dans parce que les gens disent, par exemple, quelque chose, quand on fait un immeuble, on croit que tout de suite,
en laissant une ouverture, ça on l'avait, c'est-à-dire quand tu rentres dans quelque part, on l'avait chez nous, tu rentres dans un espace, ñu dalal la. Mais fii léegi yu si bare, quand il le faut, tu rentres et tu as tout de suite l'escalier, tu ne sais même plus où tu dois aller ni où tu dois venir. Et la ville est aussi comme ça, tu rentres immeuble par immeuble, tu ne sais pas. Et aujourd'hui, le Barcou, tu l'as dit, merci encore Malik pour le Barcou, va permettre cet échange entre voilà, les gens, entre la manière de faire de repenser la ville, il faut le dire. Et c'est ça aussi le but de notre symposium. Malik va y revenir tout à l'heure. Mais c'est ce que tu dis, et Seynabou est très. C'est-à-dire que du coup, pour nous qui avons fait qui avons fait nos études ici, qui avons vu la ville avant, on n'a pas encore, au contraire, on a ce sentiment d'étouffement, on n'a pas ce sentiment d'ouverture. Et je crois que c'est maintenant le moment de créer, d'avoir ce sentiment d'ouverture et de liberté. Voilà. Absolument. Aïda l'a enclenché, elle a parlé quand même du symposium. Et je pense que Seynabou, toi en tant que membre de conseil, et tu as une grosse responsabilité parce que tu es la trésorière. Maintenant, on est dans ces préparatifs-là. Qu'est-ce que réellement tu penses du symposium? Parce que c'est la question. Mais le symposium, je trouve que ça a été une très belle initiative et que vraiment que tout architecte doit s'impliquer, hein, parce que ça va nous permettre quand même de montrer que l'architecture ici ne peut pas être réalisée sans les architectes, parce que l'architecture en ce moment est réalisée par d'autres. C'est d'autres qui ont pratiquement le crachoir, qui en parlent, qui réalisent, et nous ne faisons rien. C'est ça. Alors, je crois que ce symposium, ce sera vraiment l'occasion pour nous de nous faire entendre, de nous faire connaître. Ce sera l'occasion vraiment d'irradier, en somme. Voilà, maintenant, en fait, quand vous dites que les architectes doivent se faire entendre, les architectes doivent parler, les architectes doivent venir, que le symposium, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose de formidable. Mais moi, je pense que pour que les architectes se fassent attendre, il faut qu'ils aient une générosité entre eux. Les architectes doivent s'unir, être un, aller ensemble. Et les architectes doivent être ce qu'on a, nous, comme principe, c'est l'éthique morale et tout ça qui font qu'on compose un architecte. L'architecte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il doit être généreux. Si l'architecte n'est pas généreux, moi je pense qu'il ne pourra pas réussir ce qu'il a envie de réussir. Parce qu'un seul architecte ne peut pas réussir. Même dans un cabinet d'architecte, il est composé d'autres personnes qui font qu'il réussisse. Aujourd'hui, on met en place ce symposium. On doit attirer l'attention de tous les architectes. S'il y a un échec, c'est nous tous qui avons échoué. Absolument. On ne peut pas avoir des confrères qui sont à travers l'Afrique ou le monde et qu'on dise qu'on va organiser un symposium de l'architecture des architectes d'Afrique et on est là, personne ne se sent concerné parce qu'on est 200 architectes, mais s'il y a parmi les 200 que 10 qui travaillent, c'est pas ça. Et le président de l'ordre a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire initier cette affaire-là, mais il faut que tous les architectes aussi retournent leur marche et puis viennent accompagner pour que ça soit une réussite totale. Absolument. Parce que maintenant, on n'est pas tout seul dans cette affaire, on est avec l'État. Et l'État nous a confié la mission de faire réussir ce symposium. Parce que c'est nous qui avons vendu à l'État ce symposium-là. Donc, il faudrait que nous, les architectes, à commencer par les doyens, même par les jeunes, parce que les jeunes, bon, ils ne sont pas responsables trop de ça, parce que c'est nous qui avons dit, pour pousser ensemble, pour qu'au mois de mai, que ça soit une réussite totale.
Nous, on a pu faire ce qu'on fait depuis très longtemps. On est sur Akidak, on essaye de pousser pour rassembler tout le monde, des architectes ensemble pour échanger des idées, tout ça. Et on a un concept aussi qu'on a mis en place qui s'appelle le Bakou. Que les gens le veuillent ou pas, le mouvement est là, c'est le Bakou. Et on va le pousser et pour le faire valider au niveau du symposium. Donc, il faudrait que nous tous, qu'on s'encourage à venir aider pour que ça soit une réussite totale. Moi, c'est ce que je voulais rajouter comme Mais tu l'as dit. Mais c'est bien dit, c'est bien ça. C'est bien dit. C'est cela. Voilà. Maintenant, je pense que c'est ça. Seynabou, elle fait partie des gens qui ont composé. Nous, on est dedans, on est dans le conseil, mais le conseil ne suffit pas. Le conseil, c'est 15 membres. Parmi les 15, peut-être il y a 7. Les autres ne se sentent pas concernés. Mais il faudrait que les 200 architectes inscrits puissent venir se mobiliser sur cette affaire. Ils sont capables. Mais s'il y a échec, c'est tout le monde. Hein? Ce n'est pas un seul architecte. C'est tous les architectes, y compris moi, Aïda, Seynabou, on est tous échecs. Parce que les autres vont nous regarder et puis vont se moquer de nous. Maintenant, d'ailleurs, je t'ai invité aussi pour que tu nous présentes un peu tes œuvres. Je pense qu'on avait l'occasion quand même d'avoir parmi eux qu'on n'a pas souvent fait, mais on a vu un travail. Ce travail-là, comment tu peux nous décrire ça? Hein? Ça, c'est une œuvre Voilà. que j'ai dédiée aux tirailleurs. Aux tirailleurs, voilà. D'ailleurs, l'œuvre s'intitule Gloire aux tirailleurs, parce que je me suis dit que ceux qui sont partis et qui sont morts même en dehors de leur pays, comme ceux qui sont revenus. Mais en tout cas, ils sont partis défendre une cause donc ailleurs. Et ces gens-là, ils méritent quand même une attention particulière. Et ces gens-là sont revenus et ils sont passés par la grande porte. Comme on dit, ils ne sont pas venus le profil bas, au contraire, ils sont passés par la grande porte. C'est pourquoi sur le plan architectural, j'ai décidé vraiment de créer une grande ouverture. Quand vous regardez là même la taille de l'ouverture par rapport aux silhouettes, on voit quand même que c'est magistral. C'est vraiment le grand retour, avec tous les honneurs. Avec tous les honneurs. Donc cette œuvre, c'est comme par exemple un chant des tirailleurs. Le chant musical comme le chant espace. Donc en tout cas c'est la gloire, quoi. C'est glorieux. Et dans notre société, dans nos comment dire, dans notre culture, nous devons de plus en plus cultiver cet élan de revitalisation. La jeunesse en a besoin, le peuple en a besoin. Parce que si on regarde un peu l'histoire, on a comme l'impression qu'il n'y a que des défaites, des choses extra et tout. On ne fait pas tellement attention sur ces heures de gloire, ces heures de lumière, ces moments de paix et de justice. Et je crois que ce sont ces choses qu'on doit magnifier comme une ponctuation dans un texte. Ces choses-là doivent être la ponctuation de notre vie. Et c'est ça qui va faire que on va être rechargé, on va tous donc agir pour le meilleur devenir. Vous avez, je ne vous coupe pas, mais je vous dirais que j'ai une parallèle par rapport à ça sur l'architecture. Parce que j'ai travaillé sur un projet, à l'époque j'avais la chance, qui s'appelle la DAZES, qui était pas loin de Saint-Lazare, la gare, et l'architecte qui s'appelle Amérique Julien avait fait une grande porte. Toute la façade s'est dépassée pour une grande porte. Parce que, vous savez, cette structure-là, c'était les enfants presque abandonnés, ou les enfants qu'on retirait, qu'on confiait à l'assistance sociale. Donc pour lui, le projet qui devait, le siège, devait être une ouverture. Ça devait être une porte ouverte qui se referme sur la ville et qui recueille tous ces enfants. Donc ça me rappelle un peu cette grande porte que tu viens de magnifier ici, hein, qui est avec une couleur très originale, le bleu, soleil qui rentre dedans et qui monte ça. Voilà, sur la couleur. Mais c'était un peu... Aussi, on a aussi ici l'occasion, quand on invite des artistes, toujours de les faire venir avec des œuvres. Parce qu'on est vraiment, nous, fiers que les artistes arrivent avec des œuvres.
Parce que c'est, en fait, notre métier, on nous dit de ne pas montrer souvent ce qu'on fait parce qu'on fait une concurrence déloyale par rapport aux autres. Mais je pense que aussi, il y a un moment, il faut montrer pour que les jeunes qui nous suivent aient des empreintes par rapport à ce qu'on fait pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, les écoles même doivent analyser le projet du musée de Diola pour savoir quelle est l'idée de l'architecte, comment il est arrivé à faire ça. Mais crois-moi, est-ce que vous qui êtes dans les écoles, est-ce qu'on en parle un peu de Diola? Est-ce que ça fait partie des références sur la... Ça fait partie des réflexions, hein, parce qu'il y a même un travail de terrain avec les groupes classes qui se déplacent. Et je pense que dans les prochaines visites, c'est vraiment une visite à organiser. On aller directement sur place. Je pense qu'ils ont terminé les travaux et autres. Donc, quand ce sera accessible, il faut aller sur place et réaliser des choses. En tout cas, dans le cadre de mes cours, moi je privilégie vraiment la pratique de terrain. Donc récemment, on a fait un link très intéressant entre Aruba et l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Donc les étudiants sont déplacés et il y avait un groupe de professeurs des deux de l'université et d'Aruba et on a travaillé avec les étudiants dans le cœur de la Biennale. Et on a vu l'exposition aussi sur l'architecture à côté, qui était, je crois que c'est la maison de, comment dire, de la communauté de, comment dire, la communauté européenne, la communauté européenne. Il y avait une exposition là-bas aussi qu'on a visité et ça a été un moment très très important. Bon, il y a une feuille de route qui a été préparée, donc il y a des attitudes peut-être à développer, une certaine communication à enclencher. Et maintenant au retour, il y a un partage qui est fait sur le travail qui a été élaboré. Donc vraiment le musée là, c'est vraiment une destination sûre. Et je crois que dans les écoles de formation comme dans les universités, les gens, ils doivent avoir le réflexe d'aller voir une telle œuvre. Cette œuvre-là, c'est une œuvre qui est forte, qui entre dans l'élan du Bakou. Et je crois que c'est le meilleur moyen quand même pour densifier un peu cette pensée dynamique qui enrichit nos connaissances et nos savoirs. Vous qui êtes professeur d'histoire de l'art, et qui est en présent aujourd'hui du mouvement naissant du Bakou, je pense que vous avez de quoi moudre maintenant, parce que vous avez participé à l'élan du Bakou. Donc je crois que vous rentrez dans l'histoire avec ce Bakou-là, que demain, peuvent enseigner comme histoire de l'art. Tout à fait. Voilà. C'est dans nos corps, la rivalisation de notre culture, la rivalisation du patrimoine, la construction des savoirs. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se passent autour de nous. C'est à nous de construire ces savoirs-là. Nous avons une culture dynamique. Et il y a des choses extraordinaires dans notre culture. Et nous devons essayer de retravailler cela. Par exemple, je vous donne le sens de l'orientation. Par exemple, dans nos contrées, dans nos espaces de vie, il y avait toujours une manière d'orienter les populations, d'orienter les habitants. Par exemple, vous entrez dans une maison, tu n'entres pas comme ça et tu vois tout. Il y a le Mbagnagatché qui est là. Absolument. Donc il y a toute une culture de développement de la pensée et d'enrichissement du sens de l'orientation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de l'homme? C'est de pouvoir s'orienter, d'aller dans le bon sens. Et le Bakou, c'est vraiment un levier fort pour valoriser cela. Donc, je crois que tout le monde doit s'approprier le Bakou, développer cela dans les espaces de création, dans les espaces d'expression, dans les espaces de formation. Et c'est ça qui fera l'avenir. C'est un plaisir à te voir parler comme ça du Bakou, parce que c'est ce qu'on souhaite. On souhaite aussi que ces mouvements-là puissent influencer souvent l'art d'enseigner et de montrer que tout doit être original. On ne doit pas faire du copier-coller, et comme on le regrette, notre ville ne va pas ressembler à rien du tout. Et Aïda? Non, je relève simplement cette idée de, effectivement, il faut que, pour la formation,
Seynabou, c'est bien que tu nous aies expliqué, en fait, le contenu, il est là, avec une médiathèque, pour ne pas que les gens oublient, avec cette idée de former. Et c'est ça, en fait, c'est créer des espaces où les gens vont pour construire. Il l'a dit, pour construire le savoir, qui est là, mais il faut pousser les gens à y aller. C'est aussi ça le Bakou. Je voudrais simplement, et c'est vrai que je ne pense pas à le dire, j'ai eu à faire l'auditorium de Thiès. Mais l'auditorium de Thiès, quand on l'a fait, c'était pour faire un palais, on l'avait appelé Palais des Congrès. Pour organiser des congrès, pour organiser des événements. Et finalement, comme après ça a changé, l'université de Thiès a récupéré cet espace et on en a fait un auditorium. Aujourd'hui, j'ai un plaisir à y aller parce que c'est un lieu d'enseignement. C'est un lieu d'enseignement. Et non seulement c'est un lieu d'enseignement, c'est aussi dire, on n'a pas besoin de faire simplement, quand on fait nos écoles ou nos universités, de faire simplement des espaces où les gens viennent étudier. C'est tout ce qu'il y a autour. Il y a des lieux de vie, il y a des lieux de restauration, il y a tout cela. C'est tout un complexe, on appelle ça un complexe. Et c'est aussi pour dire qu'un bâtiment, c'est beaucoup de contenu. C'est beaucoup de contenu. Et que je dis à Malik qui a l'air de vouloir tous nous associer, je le redis encore, on ne fait pas un musée. Quand on fait un musée pour Serigne Touba, il faut, c'est de l'envergure. Comme le mémorial, comme aussi cet espace d'auditorium et d'enseignement, comme ce musée régional aussi, je l'oublie, et je l'ai vu récemment, le musée régional de Thiès, où c'était des bâtiments laissés. C'est aussi ça le génie de notre savoir-faire aujourd'hui. C'est depuis 2003, j'évolue au sein des forces armées parce qu'il y a des bâtiments dont on a hérité. Et la première idée, c'est de dire, bon, ben, c'est vieux, on casse. Et j'ai dit non, on ne casse pas. Et j'ai eu à installer des écoles des officiers inter-États, j'ai eu à installer des espaces de vie, j'ai eu à installer, et c'est ça aussi l'architecture. C'est aussi ça, c'est de créer des espaces que nous avons plaisir à y vivre, que nous ne sentons pas étriqués. Je disais à Malik l'autre jour, j'étais à un panel au musée des civilisations où quelqu'un a dit Dakar c'est invivable. On ne sait plus comment on va vivre dans Dakar. Ça a été fait du temps de la colonisation. J'ai pris la parole en lui disant, avant la colonisation, il y a eu les Lébous qui ont installé Dakar. Après, effectivement, avec la colonisation, on a eu cette trame. Mais le génie que nous avons, nous, Sénégalais, c'est de dire, nous allons essayer quand même de nous approprier cet espace-là, d'essayer d'y vivre, pour constater que finalement, on n'y est pas bien, et donc il faut créer ailleurs. Et j'ai dit, et c'est aujourd'hui ça, le Bakou, nous les architectes, on dit, on crée des lieux ailleurs qui soient beaucoup plus adaptés, et pour montrer aussi qu'on sait faire ces lieux-là. Voilà, mais bon, je pense que tu résumes bien les choses. Et puis, bon, c'est comme ça qu'il faut passer. C'est très bien. Est-ce que tu as quelque chose à faire passer, Seynabou, par rapport à tout ce qui s'est dit? Tout ce qui s'est dit. Bon, ce que je souhaiterais vraiment, c'est que les gens sachent que l'architecte vraiment a sa place dans le bâtiment, dans l'organisation de la ville. Bien sûr, nous devons avoir les mains tendues vers tous les acteurs, les urbanistes, les paysagistes, les ingénieurs, pour former un tout. Et je pense que nous devons montrer chacun notre savoir-faire pour mieux convaincre les gens qu'ils ont tout à gagner
à faire appel à un architecte. J'aimerais aussi faire passer un message, que les gens n'aient pas peur d'aller voir un architecte, parce que j'entends souvent dire, oh, l'architecte il est cher, l'architecte il est coûteux. Non, il arrive qu'on fasse des projets où on ne demande pas vraiment des honoraires extraordinaires. Nous faisons parfois des projets aussi pour aider, pour pousser, pour sécuriser. Tout à fait. Alors, il ne faut pas avoir peur d'aller voir les architectes, que ce soit pour un petit projet, que ce soit pour de grands projets. Allez voir un architecte et vous avez au moins la sécurité du bâtiment, vous avez l'esthétique et vous avez le plus. Oui. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. L'architecte est cher n'est pas cher, ça c'est pas. Je pense que faut attirer l'attention des gens pour dire que quand vous avez un terrain d'1 million de francs, l'architecte il ne touche que 100 000 s'il prend 10% pour faire le projet. Donc c'est relatif, c'est-à-dire si tu as un projet de 5 milliards, il y a un certain pourcentage qui se dégringole, on est à 2 ou 3%. Donc l'architecte n'est pas du tout. Et en plus, l'architecte, c'est lui qui va faire que toi, tu vas économiser. Tout à fait. Parce que tu peux construire et démolir. Et l'architecte, il est responsable si lui conçoit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des erreurs conceptuelles. Et en Europe, c'est sanctionné. Oui. Si l'architecte fait un projet, qu'on réalise un projet que ça ne fonctionne pas, c'est lui le responsable. Il peut aller jusqu'à te rembourser même par rapport à ce que toi tu as demandé. Donc, si tu prends l'architecte n'est pas là seulement pour le dessin, pour le concept, pour le truc comme ça. Il est là pour suivre aussi les travaux pour que ça soit conforme à ce qu'il t'a vendu. Mais prendre un architecte, lui dire, je veux un plan, après c'est bon, ça ne marche pas. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Moi, toute personne qui vient me demander un projet, je ne dis même pas un plan, je dis un projet d'architecture, je fais le suivi. Si je ne fais pas le suivi, je ne fais pas le projet. Parce que ce qu'on te met sur papier, il faut que tu sois là pour que ça soit réalisé tel que tu l'as conçu. Sinon, ça ne sert à rien. J'entends aujourd'hui, on dit, l'État, quelqu'un peut prendre un architecte, mais on a besoin que de plans, mais on n'a pas besoin de l'architecte. Mais ça veut dire quoi ça? On n'est pas là pour vendre comment on appelle ça quoi? On est là pour concevoir, pour mettre quelque chose en place. Bien sûr. Et je pense que Seynabou a raison. Avoir peur d'un architecte, c'est avoir peur de soi-même. Parce qu'il faut plutôt avoir peur d'un technicien, d'un dessinateur ou d'un maçon que d'un architecte. Parce que l'architecte, tout ce qu'il fait est réglementé. C'est même pénal. Parce qu'un architecte qui fait une erreur, quand on regarde le nouveau code de la construction, de l'urbanisme, il est pénalisé l'architecte. Il a une responsabilité. C'est ici seulement, je veux dire en Afrique, qu'on laisse n'importe qui faire un projet d'architecte. Mais dans les autres pays, quand tu veux déplacer une fenêtre, on te dit va voir un architecte pour que la fenêtre puisse se faire déplacer. Je ne parle même pas de concevoir. Mais quand les gens dorment dans une maison, ils ont une dalle qui est composée de béton, qui est composée de fer. Et tu ne sais pas quand est-ce que ça s'est coulé. Et tu dors, tu rompes. Tu ne prends pas la disposition de dire que... Mais même au-delà de ça, mais il ne suffit pas seulement d'avoir un architecte, il y a un bureau de contrôle. Absolument. L'architecte, il fait un projet, il a ce qu'on appelle le cabinet de bureau d'études qui vient à partir du projet de l'architecte qui va maintenant concevoir des plans béton, des plans d'exécution. Et il y a aussi un autre bureau de contrôle qui vient contrôler est-ce que ça a été bien conçu par rapport à ce que le bureau d'études a fait. Et tout ça là, c'est des responsabilités bien mesurées. Mais on se fait filer ça, on prend des architectes, on les fait signer des projets de 1 milliard et on les paye 500 000 à côté en bas. Mais ça, c'est les gens qui font ça, c'est eux qui sont les fous. Ce ne sont pas les architectes. Parce que les gars, il te fait un copier-coller, il prend son truc, il s'en va, il n'a aucune responsabilité dans ça. Mais l'État doit être vigilant. L'État doit dire attention, les signatures de complaisance, il faut qu'on arrête. Il faut que les permis maintenant
qu'on vérifie et que voilà, c'est un architecte qui est là, il est légalement inscrit à l'ordre et c'est lui qui suit le projet, c'est lui qui a construit le projet. Si on commence à voir au niveau des permis, tout ça, on n'aura pas ces problèmes-là. Oui. Parce que tout le monde est obligé. L'architecte n'est pas du tout cher. Le dessinateur, ce qu'il va te prendre, et ce que tu vas démolir, et ce que tu vas faire jusqu'à arriver à concevoir quelque chose qui marche. Et en plus, les vraies conséquences, c'est même pas l'argent, c'est la santé. Parce que tu peux concevoir une maison qui est mal conçue, mais ça joue sur ta santé. C'est sûr. Absolument. Donc, tout ça, c'est C'est des sûr. choses qu'on doit prendre en compte. Bon, sur ce, je pense qu'on a bien parlé. On est bien content de te recevoir, Gadiaga. Et c'est toujours un plaisir d'avoir les artistes autour de nous. Et comme on a dit, hein, tout se termine. Même quand c'est bon, il faut un moment terminer. Bon, donne Qu'est-ce qu'il dit? les tableaux. Il On n'a va pas le montré. présenter. Voilà. Maintenant, oui, on me signale qu'il y a un autre tableau qu'il faudrait qu'on présente. Et puis voilà, les guides nous décrivent tout un tableau bien. Voilà. Alors justement, c'est surtout par rapport à l'ouverture. Ici, c'est, moi je dis une fenêtre qui est ouverte, c'est une invitation, quoi. Donc il y a toujours une ouverture qui est là, et pour magnifier aussi, par exemple, les cultures, quoi. Quand on regarde donc un peu le travail graphique qui est réalisé par rapport à l'ouverture, il y a souvent comment dire, le bleu qui revient, donc la complémentarité déjà au niveau des couleurs, mais surtout le bleu qui est censé représenter l'espace. Ah, d'accord. Là. Donc c'est un peu dans cet esprit que j'ai réalisé cette œuvre-là, avec beaucoup de motifs, beaucoup de graphismes, donc une certaine accumulation en bas, et tout un travail de respiration en haut. Donc on voit que c'est très dégagé, et le tout donc faut former une harmonie, quoi. Et là, j'ai voulu véritablement magnifier la communication, les échanges. Les gens, c'est un individu, quoi. Ouais, mais bon, merci beaucoup. Hein. Bon, nous aussi, on aura l'occasion aussi de présenter De beaux tableaux. ouais, notre tableau aussi. Hein. On a un tableau qui s'appelle le Bakou, qui est un tableau, je pense, qui est là, qui est à l'ordre. Et qui C'est a un une tableau valeur. qu'on a affiché et qui fait 2 mètres, je crois, sur 2 mètres de haut, sur 1 mètre 70 de large. Et on a donné une valeur. Hein. Aujourd'hui, pour l'avoir, c'est Bakou, il faut 100 millions. Donc, on ose. Pourquoi pas? Voilà. Non, c'est pas pourquoi pas, c'est comme ça. Pourquoi, quand il s'agit d'un toit qui fait un petit tableau, on dit ça coûte 10 millions, ça coûte 15 millions. C'est ça, Absolument. c'est ça, la valeur. On a parlé de la banane Celui scotchée. qui a fait ça, Hassan Gassama, mais c'est un gars qui est formidable. Il a un style de travail toujours que ça. Et puis c'est représenté un peu sur un peu le personnage égyptien, tu vois comment il a la façon du truc. Donc c'est un tableau qui est le support, c'est tous les articles qui ont été écrits par les architectes à l'époque à travers la presse pour dénoncer un peu tous ces monuments qui ont été détruits. Donc c'est ça qu'il a pris en support. Et moi-même j'ai des articles, il y a Annie, il y a Nijuga, il y a Jean-Charles, presque beaucoup d'architectes avaient écrit, il y a Xavier Legout, tout ça, pour dénoncer un peu le fait qu'on démolit des monuments qui ont une référence architecturale. Est-ce qu'aujourd'hui on parle des 6S, si on ne fait pas attention avant de démolir des 6S. Et c'est ça qui représente ce tableau. Et c'est un grand tableau qui est fait sur toile et qui représente ce fond-là. Bon, j'ai quelques personnages que lui m'a invité de mettre dedans parce qu'il voulait que je dessine aussi dessus. Mais ce tableau aujourd'hui, nous, ça nous appartient, nous les architectes, on a l'audace, mais pour l'avoir, il faut 100 millions. Voilà, merci beaucoup.